La loi de finances 2021 du Cameroun, qui a été promulguée le 17 décembre 2020 par le président de la République, est une loi de finances qui contient beaucoup d'innovations, beaucoup de choses intéressantes pour les contribuables, personnes physiques comme sociétés. D'abord, je tiens à rappeler qu'une loi de finances est établie sur la base de la situation économique existante. Donc, c'était la situation économique qui existait en 2020 et sur les prévisions économiques de l'année 2021. Concernant la situation économique de l'année 2020, vous savez tous que c'est une année qui a été marquée par le Covid, dans la pandémie qui a dévasté en fait toutes les économies de tous les pays du monde. Donc nous avons donc connu en fait une diminution, en fait, un ralentissement économique. Mondialement, on a eu un ralentissement de l'ordre de moins 4,3%, donc au niveau mondial. Au niveau de l'Afrique, le ralentissement a été de moins 3,7% de l'économie. Et au niveau du Cameroun, ce ralentissement était de 2,6%. Donc déjà, on peut voir que le Cameroun, comparé au monde, sur le plan économique, a été plus résilient, étant donné que, comme je l'ai dit, le monde a connu une contraction de l'ordre de 4,3%, tandis que le Cameroun n'a connu que 2,6%. Donc, le Cameroun a été très résilient au niveau économique en 2020. Maintenant, pour ce qui est des perspectives économiques, également, qui ont servi de base pour l'élaboration de la loi des finances par le gouvernement, les perspectives, en fait, dépendent tout simplement du degré de maîtrise de la pandémie. Donc, nous avons au niveau mondial, en fait, une croissance qui est prévue à 4%, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépendant du niveau de maîtrise de la pandémie. Si on prend le scénario pessimiste, donc avec une pandémie qui continue de croître, de se développer, donc on prévoit un taux de croissance de l'économie mondiale de l'ordre de 1,6% seulement, tandis que si on est optimiste, donc le scénario optimiste voudrait que la pandémie soit maîtrisée avec tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la vaccination, ainsi de suite, au niveau international. Donc, avec ce scénario-là, l'économie mondiale aurait une croissance de 5%. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, on sera à 2,7% en termes de croissance. Et dans ce contexte-là, donc, également, le Cameroun prévoit un taux de croissance de 3,3% en 2021 de son économie. Donc, c'est sur cette base-là donc que la loi des finances 2021 a été bâtie. Parce que vous savez que les prévisions de recettes fiscales et ainsi de suite et douanières dépendent des prévisions économiques. Donc, voilà un peu pour ce qui est du contexte. Pour ce qui est des mesures, des innovations, en fait, des spécificités de cette nouvelle loi des finances, il y a beaucoup d'innovations. Il y a des mesures de soutien et de relance économique que le gouvernement a proposées et qui se retrouvent dans, par exemple, la baisse d'impôts, la baisse de 2 points du taux d'impôt pour les PME, peut-être qu'on parlera de ça plus tard, les exonérations fiscales accordées aux start-up, par exemple, et puis également d'autres mesures de réduction d'impôts ou d'exonération accordées à d'autres secteurs, hein, comme l'hôtellerie, ainsi de suite, dans des secteurs qui ont été durement frappés par la pandémie. Donc, c'est des mesures que le gouvernement a prises pour pouvoir rendre l'économie encore plus résiliente, plus résistante. Autre mesure de cette loi des finances, c'est l'amélioration du climat des affaires. Hein. C'est des mesures qui touchent notamment la réduction des contrôles fiscaux. Hein. Le gouvernement prévoit, dans certains cas, hein, notamment quand les versements spontanés dans une entreprise sont en augmentation de plus de 15%, donc le gouvernement prévoit que cette entreprise peut être dispensée de contrôles fiscaux. Donc, c'est une mesure d'apaisement et d'amélioration du climat parce que les entreprises se plaignent justement qu'elles sont beaucoup sous pression des contrôles fiscaux. Il y a d'autres mesures,
donc notamment des mesures de prorogation de la période de report des déficits. Vous savez, quand une entreprise a fait un déficit, elle a une durée limitée à 4 ans pour reporter ces déficits sur les années bénéficiaires qui suivent. Donc, le gouvernement a prolongé cette période de 4 à 6 ans. Mais malheureusement, ce report ne concerne que les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques, et les entreprises publiques. Nous souhaitons que cette mesure soit étendue à tous les secteurs d'activité et également aux entreprises privées, parce qu'elles aussi, elles ont les mêmes souffrances que les entreprises publiques. Nous avons également des mesures, toujours en termes d'innovation, d'élargissement de l'assiette fiscale. La mesure phare qui a été introduite par cette loi des finances, peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus, c'est l'obligation pour tous les contribuables, personnes physiques, de produire désormais une déclaration de revenus annuelle. Donc ça, c'est vraiment une des grandes mesures qui a été prise dans le cadre de cette loi de finances. Également, nous avons des mesures dans cette loi de sécurisation des recettes, notamment des recettes fiscales. Donc, dorénavant, les paiements ne pourront plus se faire en espèces. Évidemment, c'est une mesure également, je crois qu'on aura l'occasion de revenir plus loin là-dessus. C'est une mesure qui touche en fait notamment les grandes entreprises qui ont maintenant l'obligation de payer directement lorsqu'elles font leur télédéclaration. Donc, les grandes entreprises qui ont plus de 3 milliards de chiffre d'affaires sont obligées de faire ce paiement par télédéclaration. Et par contre, les autres entreprises qui ne sont pas dans le régime des grandes entreprises peuvent payer par divers autres moyens. Peut-être on reviendra là-dessus, notamment les virements bancaires et autres. Voilà donc, de manière sommaire, si on peut dire, ce que nous pouvons dire en fait de cette loi des finances dans sa généralité. D'abord, la loi de finances instaure l'obligation pour tous les contribuables, personnes physiques, professionnels et non professionnels, la nouveauté c'est le non professionnel, de produire une déclaration de revenus annuel. Avant, donc, cela veut dire qu'avant, c'était uniquement les contribuables, personnes physiques professionnelles, donc ceux qui avaient une activité professionnelle. Maintenant, cette mesure est étendue, l'obligation est étendue aux personnes physiques non professionnelles, c'est-à-dire donc tous les travailleurs, les salariés des entreprises, par exemple, ou du secteur public-privé, devront désormais produire, par exemple, une déclaration de revenus. Tous les contribuables qui reçoivent des dividendes, des revenus de placement, et ainsi de suite, devront dorénavant produire. Et même ceux qui n'ont aucun revenu devront produire des déclarations nulles. En fait, cette mesure, je pense qu'elle est bonne, je pense qu'elle est salutaire parce que, vous savez, quand on compare les situations de nos pays sous-développés et les pays donc, du tiers-monde, comme le Cameroun, des pays émergents, parlons plutôt positivement, les pays émergents comme le Cameroun et les pays développés, la majorité des recettes dans les pays développés provient des contribuables personnes physiques. Alors que si on regarde la loi des finances du Cameroun de 2021, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne contribue que pour 6% des recettes totales. Vous voyez donc le décalage. Donc, en fait, il y a beaucoup de revenus qui échappent en fait, à l'État du fait que tout le monde ne produit pas sa déclaration de revenus. D'abord, cette mesure donc, permettra donc, à l'État de ratisser large parce que tout le monde aura cette obligation. Et
En plus, c'est une mesure qui est équitable, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des revenus, mais qui ne sont pas déclarés, ou bien qui échappent dans l'assiette. Donc, c'est une mesure qui lutte contre l'évasion fiscale. C'est une mesure, en fait, personnellement, je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'elle va aider l'État à augmenter, en fait, son assiette de revenus. Donc, les revenus devront être déclarés au plus tard le 30 juin 2022. Pour ce qui est de l'exercice 2021, les revenus 2021 seront déclarés donc au plus tard le 30 juin 2022 pour les personnes physiques non professionnelles, sachant que pour les personnes physiques professionnelles, ils déclaraient déjà leurs revenus au plus tard le 15 mars donc, de l'année suivante. Donc voilà un peu, je pense que ça va être assez difficile à mettre en place parce qu'il y a des habitudes que les gens n'ont pas, mais on pense que progressivement, avec le temps, ça va bien se faire. Je voudrais insister sur le fait que la notion de résidence fiscale pour les personnes physiques, les contribuables personnes physiques, sera importante à bien définir par l'État, parce que on a par exemple le cas des expatriés qui travaillent ici, au Cameroun, qui sont salariés, qui devront également produire un revenu fiscal, une déclaration de revenus à partir du moment où ils sont considérés comme des résidents fiscaux du Cameroun. Évidemment, l'État devra définir la notion, mais ce n'est pas uniquement une question de nationalité. Et la problématique de l'obligation de déclaration de revenus pour les personnes physiques, c'est une question de résidence fiscale. Et dans certains pays, on définit la résidence fiscale d'un particulier en fonction du nombre de jours qu'il a séjourné dans le pays. Si vous avez séjourné plus de la moitié de l'année, plus de 6 mois, vous êtes considéré comme résident fiscal. Donc vous devez déclarer votre revenu au Cameroun. Donc ce sont des notions qui seront, j'imagine, bien développées et bien définies par l'État, mais ça ouvre la porte au fait que les expatriés qui travaillent au Cameroun devront produire également une déclaration de revenus. Oui, d'abord la nouvelle loi de finances 2021 apporte également une innovation majeure. C'est la réduction de 2 points du taux d'impôt sur les bénéfices des PME. Les PME étant les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 3 milliards maximum. Okay? Donc, toutes ces entreprises-là qui ont un maximum de 3 milliards de chiffre d'affaires bénéficient donc de cette réduction-là. Je pense que c'est une très bonne chose parce que nous avons besoin de cela pour... vous savez, quand on diminue le taux d'imposition d'une entreprise, en fait, c'est que le gouvernement ou l'État décide de laisser dans la poche des actionnaires les 2% de réduction là. Parce que les 2% de réduction, soit ils vont dans la poche de l'État, soit ils vont dans la poche des actionnaires. Donc, c'est un encouragement à l'investissement, c'est un encouragement pour les actionnaires, donc c'est bon pour l'entrepreneuriat. Donc, et vous imaginez la douleur qui a pu être celle des responsables publics de décider d'une telle mesure en période de récession économique, c'est-à-dire où l'État a quand même beaucoup de difficultés en termes de recettes, d'accepter, d'abandonner une partie de ces recettes-là au profit des actionnaires. Mais c'est une mesure qu'il faut encourager et je pense qu'elle est salutaire en fait pour l'économie. Donc, je crois que c'est la mesure phare. Bon, et puis, il y a maintenant d'autres mesures qui touchent nécessairement les PME, notamment quand on parle des start-up. Les start-up, en général, c'est des PME. Donc, il y a des exonérations fiscales intéressantes, parfois même qui sont de 100% au démarrage pour les start-up. Donc, c'est des mesures fortes d'encouragement. Mais on aurait voulu également qu'il y ait des mesures, en fait, qui permettent aussi aux PME de réduire leur tension de trésorerie. Nous avons par exemple les problèmes de paiement, d'acompte, et ainsi de suite.
Donc on aurait pu entrevoir également des résultats, des réductions à ce niveau-là. Mais bon, déjà ce qui est fait n'est pas mal. Je pense que ça va dans la bonne direction. Personnellement, je ne pense pas que cette mesure de réduction des taux d'imposition pour les entreprises, pour les inciter à entrer en bourse, est quelque chose qui va apporter un résultat. Je pense que les entreprises, d'abord, quelles sont les entreprises qui vont en bourse? Ce sont les très grandes entreprises. Et pour entrer en bourse, il faut être en bonne santé financière, vous savez. Donc, ce sont donc des entreprises qui se portent très bien, qui sont celles qui sont candidates en fait à l'entrée en bourse. Hein, donc, leur accorder un cadeau d'impôt pour les inciter davantage à venir, je ne suis pas sûr que c'est une mesure qui aura un impact. Par contre, ces entreprises-là ont besoin en fait qu'il y ait une meilleure législation qui entoure les activités boursières, les entrées en bourse des activités boursières. Elles ont besoin, en fait, que l'État montre l'exemple aussi, parce que, vous savez, l'État lui-même n'a pas d'entreprise qui entre en bourse. Il faut que, pour inciter les autres, il faut parfois montrer l'exemple. Donc l'État a des très grandes entreprises qui peuvent venir se financer en bourse. Et bon, il faudrait que l'exemple vienne déjà de là. Et puis, vous savez, certaines grandes entreprises ont parfois des soucis de transparence. Vous savez, l'entrée en bourse entraîne une transparence totale. Donc, si j'entre en bourse, je dois déclarer tout, vraiment tout de manière transparente. Et évidemment, les entreprises se méfient un peu parce que d'un côté, cette grande transparence va entraîner peut-être des contrôles fiscaux, des redressements fiscaux, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu un jeu du chat à la souris. Donc, c'est pour ça que je dis que le piège, en fait, qui leur est tendu en leur donnant un incitatif fiscal, personnellement, je ne pense pas que les grandes entreprises vont mordre là-dessus. Elles ont d'autres préoccupations, d'autres besoins. Et également, il y a vraiment aussi une question de culture, hein, donc de l'activité boursière, hein, donc qui doit être développée. En fait, on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais je pense que on peut trouver d'autres mesures autres que fiscaux pour inciter les entreprises à entrer en bourse. Il y a beaucoup d'autres à faire, mais la chose la plus importante est vraiment qu'il y ait un bon cadre réglementaire, qui soit mieux affiné, qui soit plus complet, et également que l'État prêche par l'exemple. Personnellement, je ne vois pas en quoi ce serait une injustice fiscale que de vous demander de payer par virement bancaire, par mobile money, parce que en fait, ce sont des moyens de paiement légaux. Et tous ces moyens de paiement-là, c'est des moyens de paiement qui ont reçu les autorisations, en fait, qui sont des moyens de paiement reconnus, agréés, et que même ces entreprises utilisent dans le cadre de leurs affaires. Hein. Quelle est l'entreprise qui n'utilise pas mobile money dans le cadre de ses transactions commerciales ou avec son personnel? Aujourd'hui, nous, on paye des frais d'émission du personnel par mobile money. Ouais, donc, dire que parce que l'État demande de payer les impôts par les différents moyens de paiement qui sont reconnus sur la place, je ne vois pas en quoi ce serait un problème ou une injustice fiscale. C'est à chacun de savoir faire ses choix. D'abord, il faut bien recadrer les choses. Je pense que les grandes entreprises sont obligées de payer par des télépaiements. C'est-à-dire qu'en faisant leur télédéclaration, elles payent directement sur la plateforme. Pour les grandes entreprises, hein, donc celles qui ont plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Okay? Donc, elles payent directement. Elles n'ont pas d'autres, c'est une obligation, elles n'ont pas d'autres alternatives que de payer de cette manière-là. Maintenant, les autres entreprises
donc ont le choix de payer soit par virement bancaire, soit par, comme vous avez dit, paiement électronique, soit par des versements en espèces à la banque. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même assez de flexibilité. Mais ce que l'État ne veut pas, et je suis entièrement d'accord avec l'État sur ce point, il faut arrêter d'aller payer les impôts en espèces dans les centres d'impôts. Ouais, c'est ça qui entraîne la corruption, les détournements, les magouilles, et ainsi de suite. Je pense que ceux qui se plaignent, peut-être qu'on bon, voit qu'on leur a fermé des portes, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on paye par divers moyens, sauf en espèces dans les caisses. Et puis il y a une grande traçabilité. Mais j'irai plus loin. Je ne comprends pas pourquoi l'État n'instaure pas les paiements par chèque, par simple chèque bancaire. Les chèques bancaires sont des moyens de paiement. D'ailleurs, on devrait encourager les entreprises, la population, les gens à payer leur loyer avec des chèques bancaires. Mais aujourd'hui, entre les particuliers ou entre beaucoup d'entreprises, les chèques ne sont pas... En fait, les chèques sont comme des moyens de paiement qui ne sont pas vraiment utilisés, reconnus. Et c'est l'État qui doit donner l'impulsion. Si l'État accepte qu'on paye les impôts par simple chèque bancaire, je ne vois pas qu'est-ce que l'État craindrait qu'on lui paye par simple chèque bancaire, puisqu'il a le privilège, avec la force. Vous faites un chèque, vous vous amusez à faire un chèque sans provision à l'État. L'État a tous les moyens de vous frapper, de vous faire mal. Donc, mais par contre, ce serait un bon signal pour la population, pour les opérateurs économiques, que l'État commence à accepter les paiements par simple chèque bancaire. D'abord, ça réduirait aussi certains coûts de transaction, mais ce serait un bon signal, une bonne éducation économique pour les populations et pour les opérateurs économiques. D'abord, je ne vois pas d'impact direct sur le panier de la ménagère. Il y a un impact, mais l'impact est indirect. Indirect, pourquoi? Parce que qui dit panier de la ménagère dit pouvoir d'achat. Donc, est-ce que cette loi des finances améliore le pouvoir d'achat ou protège le pouvoir d'achat des ménages? Je dirais, il n'y a rien, il n'y a pas de mesure directe. Il n'y a pas de distribution directe, mais je vois plutôt de manière indirecte parce que chaque fois qu'on aide l'entreprise, on aide le pouvoir d'achat. Donc, quand on renforce la situation des entreprises, quand on tient compte des problèmes des entreprises, quand on veut sécuriser les entreprises, on aide les travailleurs, parce que l'entreprise a un impact sur les travailleurs, sur le personnel, et c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat donc se fait à travers ces gens-là. Donc tous les opérateurs économiques donc, sont concernés, mais de manière, je dirais, beaucoup plus indirecte dans cette loi des finances. Ok, pour terminer, non, je dirais que la loi des finances 2021 du Cameroun est une loi intéressante. Elle a beaucoup de, comme on l'a vu, elle a beaucoup d'innovations, elle a beaucoup de réponses à certains problèmes qui sont posés. Mais elle laisse aussi un peu, sur certains points, elle nous laisse sur la faim. On a quand même vu à travers cette loi des finances, en termes d'actions très positives, c'est le nationalisme économique du Cameroun qui ressort à travers les mesures liées à la douane. On a vu qu'il y a des produits qui sont taxés, des produits dont les taux de douane ou de taxes sont en augmentation parce que, évidemment, c'est des produits qui peuvent être produits localement. Et donc, ce sont des mesures intéressantes, mais également, il y a des mesures également d'exonération de douane pour encourager les secteurs comme les secteurs pharmaceutiques, les secteurs agricoles. Donc, c'est beaucoup de choses intéressantes. Il faudrait vraiment
bien creuser, bien voir comment on peut optimiser toutes ces mesures, chacun en fonction de son secteur d'activité. Et évidemment, nous serons toujours là pour essayer de faire des propositions au gouvernement pour continuer en fait d'améliorer les dispositions fiscales pour les entreprises et pour les particuliers.